Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. J'ai l'immense plaisir, l'immense honneur d'accueillir aujourd'hui Julie Martinez et Jacques Attali. Bonjour Julie, bonjour Jacques. Bonjour, Bonjour à tous. et bonjour. Alors, nous sommes ici pour parler du livre que vous avez coécrit, qui est la synthèse de plus de 400 entretiens menés avec des experts pour arriver à 30 réformes majeures et 250 actions urgentes. Alors, avant de commencer, tout d'abord, vous êtes toujours aussi formidable. Merci de votre fidélité. Vous êtes 455 inscrits à cette masterclass aujourd'hui. La semaine dernière, nous recevions Loïc Simon pour parler de la vente inversée, de la conséquence sur les organisations marketing et commerciales dans les grandes entreprises. Les masterclass de l'excellence commerciale sont rendus possibles par Incentive. Incentive, c'est une plateforme de coaching des grandes organisations commerciales. Incentive travaille dans une vingtaine de pays, dans 9 langues. C'est un éditeur de logiciels français en pleine croissance. Voilà. Les grands témoins du jour, c'est Jacques Attali et Julie Martinez. Est-ce que Margot, tu veux nous dresser, nous brosser le portrait de Jacques et Julie, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, Jacques Attali, vous sortez de l'école polytechnique, major de promotion, avec un total de points toujours inégalé aujourd'hui. Vous rentrez ensuite à l'ENA, puis soutenez un doctorat en sciences économiques. Vous menez une vie d'enseignant à l'école polytechnique, une carrière politique avec François Mitterrand, dont vous devenez le conseiller spécial pendant 10 ans. Vous êtes l'initiateur de 4 institutions internationales, Action contre la faim, le programme européen technologique Eureka, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et la fondation Positive Planet qui lutte depuis 22 ans contre la pauvreté et toute forme d'exclusion. Celle-ci a apporté son appui à 11 millions de micro-entrepreneurs. Vous avez rédigé plus de 1000 éditoriaux dans le magazine L'Express et êtes l'auteur de plus de 80 livres vendus à 9 millions d'exemplaires et traduits en 22 langues. Vous êtes aussi un grand passionné de musique et avez dirigé plusieurs orchestres à travers le monde. Quant à vous, Julie Martinez, vous êtes la rapporteuse générale du livre et êtes avocat chez Baker McKenzie Paris. C'est un grand honneur de vous recevoir aujourd'hui. Toute la communauté des masterclass de l'excellence commerciale et des dirigeants commerciaux de France est heureuse de vous accueillir pour ensemble faire réussir la France. Alors, Merci pour votre accueil. Quel honneur et quel plaisir de vous recevoir. Alors, dans faire réussir la France, il y a une statistique que j'ai lue qui est que la France est le pays où les habitants ont le plus peur de tomber dans la pauvreté. 86% des Français ont peur de tomber dans la pauvreté, contre 55% en Italie, 65% en Allemagne, 43% en Suède. Donc, on souffre d'un manque de confiance dans notre avenir économique. Alors, Jacques, comment est-ce qu'on redonne confiance à la jeunesse de ce pays? Ça correspond à quelque chose qu'il faut bien comprendre et relativiser. La confiance dans l'avenir était encore récemment, avant la fin du mois d'août, très supérieure en Afghanistan à ce qu'elle était en France. Et on peut se demander pourquoi. Une des explications qu'on peut avoir, c'est que le niveau de vie moyen des Français est tellement élevé, sans compter les 10 millions de personnes qui sont dans la pauvreté, qu'on peut craindre plus un recul qu'une avancée. Et donc, le risque vient non pas de la pauvreté elle-même, mais d'un sentiment d'abondance relative, évidemment, puisqu'il y a énormément de gens très pauvres, dans une situation de menace globale, qui se nourrit aussi de choses beaucoup plus structurelles, qui est qu'il y a des signaux qui s'allument partout et qui montrent que la France ne va pas bien. Notre déficit extérieur est un signe particulièrement grave d'un danger extrême pour la société française, d'un danger extrême. Et voilà ce qui donne, à juste titre, à des Français très sages, le sentiment qu'il y a un risque. Maintenant, le risque, il est entre nos mains. C'est nous qui prenons nous donnons ou pas les moyens d'agir.
Alors, sur une note positive, la France est le pays le plus attractif d'Europe pour les investisseurs et notamment, on l'a vu à la fin de l'année, en début d'année, des nouvelles licornes françaises qui agissent, qui se développent. Finalement, Julie, pour vous, le digital, comment est-ce que la France peut redonner sa place au digital et surfer sur cette grande vague du digital pour accompagner les entreprises dans ces grands défis que l'on aborde aujourd'hui? Alors oui, effectivement, la supériorité, si vous voulez, opérationnelle de la France en matière technologique ne pourra être obtenue qu'à condition de s'approprier les game changers technologiques de la régulation, de la révolution numérique. Donc, par exemple, qu'il s'agisse d'intelligence artificielle, de quantique, de robotique, c'est vraiment des investissements qu'il va falloir faire dès maintenant pour les 10, 20, 30 prochaines années. Tout comme, par exemple, la Chine, il y a déjà 20 ans, avait un plan China 2030 en matière technologique. Donc ça, c'est vraiment un plan qui a déjà commencé à être pris en compte, je pense, sous précédent quinquennat, hein, faut être honnête, et qui doit être renforcé massivement pour les prochaines années. C'est également amplifier, renforcer les partenariats publics-privés. Nous, c'est une de nos mesures, en tout cas, qu'on met en avant dans le livre Faire réussir la France, c'est-à-dire mettre à la disposition des entreprises, des chercheurs du public qui, justement, sur ces technologies, ont un travail formidable qui est fait en France. On perd énormément de nos chercheurs, de nos cerveaux qui ont compris qu'il fallait travailler avec des entreprises pour pouvoir, d'une part, avoir les financements, il faut le dire, pour leur recherche, mais aussi faire évoluer leurs projets de manière concrète. Donc, par exemple, on propose de créer des laboratoires technologiques qui seraient dirigés par des grandes universités françaises, donc des Unilab, par exemple, c'est ce qui est fait d'ailleurs outre-Atlantique. Mais évidemment, cet investissement dans la tech s'accompagne également de dangers, ou en tout cas de limites qu'on propose de prendre en compte également sur notre territoire français. Et c'est tout l'enjeu de la création d'une armée du numérique par la suite pour réguler les conflits qui sont développés justement par l'émergence de nouvelles technologies et qui doivent être prises en compte aussi d'un point de vue défensif par la France. Et ça aura pour impact également de vouloir investir dans des technologies de pointe à ce sujet. Donc c'est vraiment à travers ce partenariat public-privé, grand plan d'investissement national, plus les efforts des entreprises elles-mêmes de se digitaliser, de se transformer. Exactement. Jacques, peut-être vous voulez ajouter un point à ce sujet-là, sur Oui, ces sujets? je pense que c'est en effet très important de ce que vient de dire Julie. La France doit prendre conscience qu'elle a un besoin énorme de progrès technique, de modernisation et d'accès de tous aux moyens du digital et de créativité. Là, c'est un chantier énorme. Et pour ce rapport, ce livre a montré que cela suppose une vraie vision, un vrai champ d'action défini. C'est ce qu'on appelle l'économie de la vie. L'économie de la vie, ce sont les secteurs dans lesquels il est important de se développer, par opposition aux secteurs où il ne faut surtout pas se développer et qu'il faut reconvertir, qui sont clairement les secteurs d'économie de la mort. L'économie de la mort, c'est tout ce qui est lié de près ou de loin aux fossiles, aux sucres artificiels et à tout ce qui est facteur de mort, d'obésité, de d'enjeux climatiques et de l'autre nature. Et l'économie de la vie, c'est tout ce qui est lié à la santé, à l'éducation, au digital, aux énergies non productrices de gaz à effet de serre et à beaucoup d'autres secteurs comme la culture, la recherche, l'innovation, dans lequel la finance peut jouer un rôle très important. Et évidemment, l'action commerciale est essentielle. Donc tout ce qui permettra de mobiliser la société française vers un transfert de ces activités qui représentent 60% du PIB dans l'économie de la mort vers l'économie de la vie, dont on a ressenti clairement les lacunes dans cette crise actuelle, en matière de santé, en matière d'éducation, on le voit en particulier aujourd'hui, en matière de digital, en matière d'énergie non polluante, va être essentiel. Et c'est facteur de croissance. Alors c'est une croissance différente. Produire des équipements de santé, ça entraîne une croissance différente que de produire des vêtements dont on se lasse tous les 15 jours. Ça suppose plus d'investissement et moins de gaspillage. C'est-à-dire de préparer par les investissements d'aujourd'hui
la consommation d'après-demain. C'est ça l'enjeu d'aujourd'hui. Si on continue comme ça, à acheter à crédit des choses qu'on ne produit pas, puisque c'est ça la France d'aujourd'hui. Nous achetons à crédit des choses qu'on ne produit pas. C'est fou. S'il n'y avait pas l'euro, on serait déjà en faillite. Et c'est là le sursaut national qui est nécessaire et qui passe par cette mutation industrielle absolument majeure. Pour laquelle, dans ce livre, on propose beaucoup de réformes, un vrai ministère de l'industrie, une banque de l'économie de la vie, des produits d'investissement en économie de la vie, des efforts de réforme majeurs et rapides des industries chimiques, des industries du tourisme, des industries du plastique, de l'habillement, etc., pour aller vraiment dans la direction souhaitée. Alors, une de ces réformes, c'est vous analysez le taux de fiscalité écologique. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette fiscalité écologique pour encourager les entreprises dans cette direction? Fiscalité écologique, oui, enfin, fiscalité tournée autour de l'économie de la vie plus généralement. Cela me semble nécessaire d'une façon plus générale. La fiscalité écologique, c'est quelque chose qu'il faut gérer avec beaucoup de prudence, puisqu'on a vu ce que ça a créé avec les Gilets jaunes. Mais il faut créer les conditions d'avoir une vraie fiscalité européenne sur le gaz carbonique. On doit avoir un droit de l'homme, un droit européen de protection aux frontières pour avoir un prix du carbone de plus en plus élevé. Il est aujourd'hui beaucoup trop bas. C'est sur cette orientation qu'il faut se glisser. Alors Julie, en 2013, François Hollande avait lancé son choc de simplification, qui avait abouti à certaines avancées en termes de code du travail, en termes de fiscalité. Et puis, les différents gouvernements successifs ont repris cette exigence de l'administration à vocation d'aider les entreprises à se développer, à se sortir du carcan administratif dans lequel elles se trouvaient. Est-ce qu'aujourd'hui, au vu des enjeux qui nous font face, il faut un choc écologique dans les entreprises. Est-ce qu'il faut un Big Bang écologique et comment est-ce qu'on peut l'aborder? Comment est-ce que une politique publique quelles sont les réformes qui seraient possibles d'imaginer pour aider les entreprises dans ce Big Bang écologique, dans ce choc écologique pour les entreprises? C'est une question intéressante. Le fait est que la transition écologique ne pourra jamais s'effectuer sans les entreprises ni contre les entreprises. Elle devra vraiment s'effectuer avec les entreprises. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'une part réorienter, comme disait Jacques, ces entreprises qui font partie de secteurs dépassés vers des secteurs qui sont porteurs de croissance et surtout, comme vous le disiez, en matière écologique, qui vont dans ce sens-là, dans le sens de l'économie de la vie. Alors, comment est-ce qu'on réoriente maintenant ces entreprises? Comment est-ce qu'on les accompagne? Alors, premièrement, ça c'est un point fondamental. Il faut que le prochain gouvernement ait un plan vraiment sur le long terme, sur les 10, 20, 30 prochaines années, qui définissent quels sont les secteurs d'avenir, quels sont les secteurs en matière écologique porteurs, pour que d'une part, tout simplement, notre jeunesse puisse se former et qu'on puisse accompagner les entreprises dans leur reconversion, dans la réorientation. Alors, on ne va pas les laisser, je pense qu'on est tous les deux avec Jacques convaincus qu'on ne va pas pouvoir laisser les entreprises participer à cette transformation, cette reconversion seule, sans aide. Par exemple, on propose dans le cadre de ce livre une assurance compétence qui permette justement à la fois aux salariés, mais aussi aux chefs d'entreprise, de réorganiser, d'accompagner financièrement, lorsque la transition est vraiment conséquente, cette reconversion vers des secteurs porteurs et de croissance. Après, néanmoins, je pense qu'il faut aussi que les entreprises, et ça, là, c'est l'avocate qui parle, se saisissent également de ces enjeux-là, et surtout au plus haut niveau de l'entreprise. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une question de gouvernance. On l'a vu, par exemple, en matière de transformation digitale, numérique, surtout en matière, par exemple, de protection des données personnelles. Si ces enjeux-là ne sont pas pris au plus haut niveau de la société, ça ne marche pas, ça n'avance pas. Donc là, c'est une vraie question maintenant de gouvernance et de comment est-ce que l'entreprise se saisit elle-même de ces enjeux pour faire réussir la France. C'est-à-dire qu'on est chacun acteur de cette évolution, de cette transformation, qu'il s'agisse de réformes environnementales, mais pas que, par exemple, de plus d'intégration, d'inclusion, de lutte contre les discriminations, d'égalité salariale. C'est une question qui doit être prise au plus haut niveau de la société. Et là, il revient à chacun de s'en donner également les moyens. Enfin, je pense que Jacques pourrait compléter là-dessus, parce qu'avec l'Institut de l'économie positive, c'est un travail sur lequel
Jacques travaille beaucoup en accompagnement des entreprises. Et Oui. exactement, quel est le rôle pour l'entreprise dans cette société positive, dans la positive planète que vous décrivez Alors, si bien? la Fondation Positive Planète travaille à faire en sorte de faire connaître le concept d'économie positive ou de société positive, c'est-à-dire une société qui travaille dans l'intérêt des générations futures. Par ailleurs, nous aidons à la création d'entreprises dans les quartiers pour que les jeunes et les gens en difficulté, en particulier les femmes, puissent retrouver un chemin vers le travail, en particulier par la création d'entreprises positives, parce que ça ne sert à rien d'aider les gens à créer des entreprises si elles polluent ou si elles servent à répandre davantage de sucre artificiel. Et enfin, nous aidons toutes les entreprises, grandes et petites, à mesurer leur positivité. L'Institut de l'économie positive, qui dépend de la Fondation Positive Planète, mesure la positivité des entreprises. Nous le faisons aujourd'hui pour toutes les entreprises du CAC 40 et aussi pour les plus petites. Et en mesurant leur positivité, ce que font avec nous un très grand nombre d'entreprises, et j'invite tous ceux qui nous écoutent à venir s'y joindre, en mesurant cette positivité, ça permet à la fois de faire connaître à ses clients qu'ils ont raison de travailler avec une entreprise qui est positive, ou qu'ils ont raison de travailler avec une entreprise qui fait tous les efforts pour le devenir. Parce que le tout n'est pas d'être positif, c'est de faire les efforts nécessaires pour le devenir. Et nous pensons qu'il serait nécessaire que cette taxonomie de la positivité, c'est-à-dire cette mesure comptable de la positivité à la fois économique, sociale, environnementale et éthique, 4 dimensions de la durabilité qui sont nécessaires, devrait servir de critères de guide à la fois aux consommateurs. Je n'achète de produits qu'à des entreprises qui améliorent leur positivité, ce que d'ailleurs, ce à quoi poussent déjà un certain nombre d'applications, comme Yuka et quelques autres, et à des financiers qui devraient ne financer non pas que des entreprises positives, mais que des entreprises qui font les efforts pour le devenir davantage. Et c'est en cela que mesurer sa positivité, voir quelles sont les lacunes qu'on peut avoir d'une façon régulière est un enjeu essentiel de l'avenir. Et alors vous, Jacques, qui avez une perspective extraordinaire, un recul extraordinaire sur les positives entreprises, sur les 4 leviers que vous décrivez, économique, social, environnemental et éthique, où est-ce que vous voyez les plus belles opportunités pour les entreprises françaises de faire la différence pour avoir un impact positif? Je pense que les entreprises françaises sont très bien placées dans les 4 dimensions. En termes sociaux, nous sommes le pays relativement moins égalitaire que beaucoup d'autres. Plus égalitaire. Plus égalitaire. Le moins inégalitaire, j'ai dit. Le moins inégalitaire. Et en termes éthiques, nous sommes dans la bonne moyenne en termes de lutte contre la corruption, en termes de place des femmes, même s'il y a encore beaucoup à faire. En particulier sur les niveaux intermédiaires. C'est déjà bien avancé au niveau des conseils d'administration et des organes dirigeants, comme on l'a vu avec la nomination hier d'une nouvelle directrice générale d'un grand groupe français, mais c'est encore loin, c'est quand même un nombre très faible. Julie ne saura pas me contredire. Mais nous avons encore beaucoup à faire en matière écologique et beaucoup à faire en matière de transformation de nos groupes. Mais je crois que la France peut incarner mieux que personne l'idée d'une société positive. Nous avons une agriculture qui peut devenir plus positive que beaucoup d'autres. Nous avons beaucoup de choses qui peuvent avancer dans la bonne direction. Nous avons une société qui pourra un jour avoir comme marque de fabrique la France, la société la plus positive du monde. Encore faudra-t-il le faire. Une positive nation, après la startup nation, une positive nation. Ben voilà un beau programme pour les hommes politiques qui rentrent en campagne. Je le dirais plus volontiers en français. La nation positive, très bien. Vous avez dans Faire réussir la France une des mesures qui est assez atypique, qui est de dire finalement le système électoral nous amène à des confrontations de personnes. Et on le voit plus que jamais un peu partout dans le monde aujourd'hui, et vous suggérez l'un et l'autre de passer d'un vote individuel où on choisit un candidat vers un vote où on choisirait des éléments de programme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et comment est-ce que ça fonctionnerait?
concrètement? Non, en réalité, c'est un rêve. Nous avons ici, c'est pas une proposition institutionnelle. Ce dont on se plaint, c'est que le débat présidentiel, mais ce n'est pas la première fois cette année, parce que je l'ai constaté depuis malheureusement un certain nombre de campagnes électorales, est plus un affrontement de personnalités à la dernière minute plutôt qu'une confrontation d'idées et de programmes. D'ailleurs, à l'heure où nous parlons, nous n'avons pas les programmes des principaux candidats. Nous ne les avons pas, on n'a même pas tous les candidats. Et nous sommes à moins de 3 mois des élections. Alors qu'une vraie campagne, c'est un affrontement de programme, puis ensuite l'élaboration de programme de synthèse de ceux qui sont appelés à gouverner ensemble, comme on vient de le voir en Allemagne. Donc, je rêverais d'un système où on déciderait on mettrait sur la table des programmes, les électeurs choisiraient un programme ou des programmes avec un vote de type proportionnel ou consultatif. Ensuite, les partis se mettraient ensemble pour faire un programme de synthèse, comme viennent de faire les Allemands, et ensuite, ils désigneraient quelqu'un pour le diriger. Ça serait raisonnable. Maintenant, c'est quelque chose qui n'aura jamais lieu. Ce qu'il faudrait essayer d'obtenir, c'est qu'au moins, et c'est pour ça que nous avons travaillé depuis 1 an, avec beaucoup de gens qui sont tout à fait honnêtes, non partisanes, en auditionnant des gens de tous les bords politiques, à créer le programme minimum qui devrait être appliqué par tout président de la République et toute majorité parlementaire, à faire ce qui est nécessaire pour éviter le pire à la France. Parce que je le dis, en 2027, si on ne fait rien de véritablement majeur, la France ira très mal. Parce que l'euro ne pourra pas cacher longtemps le fait que la France est un passager clandestin de l'Europe. La France est un passager clandestin de l'Europe. C'est le seul pays européen important qui a un déficit extérieur. Même l'Italie, qui était longtemps considérée comme le mauvais élève, a un excédent commercial. Sans parler de l'Allemagne et d'autres pays. Nous avons même un déficit supérieur à la totalité des autres. C'est hallucinant. Donc, et ça ne s'améliore pas d'année en année. Donc, si nous ne faisons pas d'efforts, 2027 sera une situation tragique, et sans doute tragique avant. Donc, les Français s'en rendent compte. La balle n'est pas seulement dans la main d'un futur ou d'une future président de la République, ni même d'une majorité présidentielle, elle est dans la main de chacun de ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Nous sommes tous des joueurs du match, nous ne sommes pas spectateurs du match. L'avenir de la France ne se réduit pas au choix d'un roi ou d'une reine provisoire, et d'ailleurs sans beaucoup de moyens, parce que le président de la République a beaucoup moins de moyens qu'il n'en avait il y a 30 ans, pour des bonnes raisons comme la création de l'euro ou la décentralisation, et pour de moins bonnes raisons aussi. Donc il ne faut pas attendre du pouvoir avec un grand P majuscule des solutions miracles. Le président de la République n'est plus euro. Et le euro, c'est chacun d'entre nous. Et tout dépend de ce que chacun nous ferons chacun d'entre nous pour nous-mêmes et pour les générations futures. Et alors, dans le panel des réformes, des actions concrètes que vous avez recueillies, consolidées, quelles sont, pour vous Julie et pour vous Jacques, celles qui vous paraît la plus importante pour les entreprises, puisque notre audience, ce sont des chefs d'entreprise et des directeurs commerciaux? Quelle est la réforme qui vous paraît fondamentale pour, en 2027, se dire qu'on a réussi à faire avancer la France dans la bonne direction? Je laisse Julie répondre puisqu'elle va nous quitter dans 5 minutes. La plus importante pour les entreprises, je pense que c'est avoir un cap, un vrai projet sur le long terme, offrir ce projet-là sur les 10, 20, 30 ans aux entreprises pour qu'elles sachent justement dans quel secteur se réorienter le cas échéant. On ne va pas pouvoir vous dire une réforme, je pense, comme la baisse des impôts de production ou je sais pas, l'accompagnement écologique. Non, il faut, je pense, donner une vraie vision aux Français, mais aussi aux entreprises concernant les secteurs dépassés, les secteurs sur lesquels on veut investir et comment on y parvient. C'est vraiment un plan global qu'il faut proposer à la fois aux dirigeants, aux salariés, et d'ailleurs sur les méthodes de travail également. Hein, mais je pense que c'est un plan global. Moi, personnellement, je ne vais pas pouvoir vous donner une seule réforme. Je dirais la même chose que Julie. Chaque entreprise devrait se doter d'un plan 2030.
chacun d'entre Non. vous, chaque entreprise qui est représentée parmi ceux qui nous écoutent, ont-elles un plan 2030? Chacun d'entre nous, d'ailleurs, à titre personnel, avons-nous un plan 2030? Alors, ça peut nous paraître loin, 2030, mais pour ceux qui ont des enfants, 2030 pour les enfants, c'est demain matin. Et nous devons avoir un plan 2030 au moins pour nos enfants. Même si nous pensons que pour nous, 2030, c'est loin, pour nos enfants, c'est demain matin. Demain. Et donc, chacun doit se doter d'un plan 2030 pour lui, pour sa famille, pour sa commune, pour l'entreprise dans laquelle il travaille, et doit pousser les autres à faire pareil. Voilà une très très belle ambition. 3 questions pour finir à chacun de vous. Quel est votre engagement personnel en 2022 pour la planète? Jacques, vous voulez commencer? D'abord, essayer de respecter au maximum les obligations des 4 dimensions, éthique, écologique, sociale et environnementale, à la fois par mon action personnelle et par mon plaidoyer. Et ensuite, créer les conditions pour que d'autres en fassent autant. C'est véritablement un travail d'avocat de la planète qui, naturellement, doit autant que possible se traduire par l'exemplarité. Et pour l'avocate que vous êtes, Julie, quel est votre engagement pour 2022? J'ai contribué à créer le comité Green chez Baker à Paris pour faire la chasse au plastique, avoir tout simplement de quoi laver nos couverts, parce que vous savez, on mange beaucoup devant notre ordinateur, limiter le plus possible les livraisons Uber et compagnie. Mais voilà, c'est une petite action vraiment très locale, mais qui a un impact sur plus de 300 personnes. Et on espère pouvoir changer les choses déjà à une échelle locale. C'est pas mal, je pense. C'est très concret. Bravo, Julie. Deuxième question, Julie, quelle est votre plus belle rencontre? Alors, C'est j'aurais. son mari. C'est son Comment? mari qu'elle a rencontré. C'est son mari. Évidemment, non, oui, c'est toujours difficile de faire un choix. Alors, oui, mon mari, effectivement, qui est une la plus belle rencontre, mais sinon, bon, encore une fois, je vais pas pouvoir dire Jacques parce qu'en plus, je connais sa modestie et son humilité. J'aurais aussi dit Simone Veil. Simone Veil, merveilleux. Et pour vous, Jacques? J'ai eu le privilège de rencontrer tellement de gens. Je dirais que ma plus belle rencontre, c'est celle que je ferai demain. Ah, merveilleux, merveilleux. Et la citation qui vous inspire, Jacques? À quelle heure? Le matin? Au réveil? Non, à quelle heure? Ça peut être n'importe quand. Je veux dire par là, je ne vis pas avec des citations, mais si j'avais à dire une phrase qui m'anime, c'est un grand privilège que de pouvoir être utile. Merveilleux. Et vous, Julie? C'est une citation que m'avait citée Stephen Breyer, qui était juge suprême, enfin juge à la Cour suprême des États-Unis quand j'avais 17 ans, et que j'avais eu l'opportunité de rencontrer. Il m'avait dit l'avenir n'est interdit à personne, en citant Gambetta, c'est un francophile, et j'avais trouvé ça formidable, en me disant qu'effectivement l'avenir n'était interdit ni à mon voisin ni à moi-même, et que c'était à moi d'en faire ce que je voulais. L'avenir appartient à tous. Un immense merci à tous les deux. Merci Julie de vous être libérée comme ça au dernier moment. Je sais que vous avez une contrainte. Jacques, si vous avez encore quelques minutes pour répondre aux questions de nos auditeurs, on sera ravis de poursuivre cet entretien pour une dizaine de minutes. Les idées bonus. Merci Julie, à bientôt. Merci Julie. À bientôt, au revoir. Au revoir. Les idées bonus, alors bien sûr, précipitez-vous pour acheter Faire réussir la France. Hein, c'est un livre absolument passionnant, fruit de plus de 400 entretiens avec des experts. Le dernier ouvrage de Jacques, L'histoire des médias, des signaux de fumée aux réseaux sociaux et après, comment bien comprendre la dynamique des médias actuels qui est passablement bouleversée avec les influences de forces étrangères qui viennent intervenir dans les débats politiques, et bien sûr l'économie de la vie, hein, dont vous parlez souvent, se préparer à ce qui vient, un ouvrage de référence également à acheter d'urgence et à lire d'urgence.
Si vous avez encore quelques minutes, eh bien, on va prendre les questions des auditeurs. Vous pouvez, dans l'interface de GoToWebinar, poser directement vos questions et Margot va nous les lire. Alors, rebonjour. Entre-temps, nous avons reçu quelques questions. Je vais commencer par la première. Pourquoi n'y a-t-il pas plus d'investissement, pas seulement financier, sur l'éducation? C'est un des secteurs majeurs de l'économie de la vie. Donc, nous pensons qu'il faut faire beaucoup plus. Et l'expérience récente de doublement des moyens de l'école maternelle a montré que c'est rentable au sens social et qu'il faut faire beaucoup plus, comme le montre l'exemple des pays qui font plus, en particulier la Finlande, qui est un modèle de réussite. Mais comme vous l'avez dit dans la question, ce n'est pas seulement une question de moyens financiers, même si les professeurs français, surtout au féminin d'ailleurs, sont beaucoup moins bien payés que la moyenne, et encore moins bien payés que les pays qui font le mieux possible. Mais c'est aussi une question de philosophie. Vous avez la gentillesse de montrer mon livre sur l'histoire des médias. Je suis en train de finir un livre sur l'histoire et l'avenir de l'éducation qui m'a amené à réfléchir beaucoup à cette question. Et nous avons en France un modèle qui est complètement dépassé, qui est un modèle d'éducation où chacun est seul, en compétition, jugé sur la répétition et la mémoire, alors que le bon modèle, c'est la créativité, le travail en groupe, l'apprentissage par les autres, l'apprentissage en enseignant, moi je l'apprends quand j'enseigne, qui est un tout autre modèle que le modèle français qui est en train de sombrer et qui d'ailleurs prépare un avenir catastrophique. Donc il y a à la fois une question de moyens et une question de nature du modèle éducatif. Or, notre modèle éducatif renvoie au modèle hiérarchique pyramidal. Le maître dit la vérité. Ce qui renvoie au modèle social français, qui est un modèle aussi pyramidal, qui est lui-même lié à notre conception de la société, qui est une société agricole. Tout renvoie à ça. Les pays qui réussissent sont des pays maritimes, qui ont l'habitude d'acceptation de l'innovation, du changement permanent, alors que nous sommes une société rurale qui a l'obsession de la répétition. Il faut que les saisons reviennent aux mêmes, et qui répète aussi dans l'éducation pour considérer que le mieux, c'est le retour du même, qui renvoie d'ailleurs à votre première question. On a peur de l'avenir parce que pour nous, le seul avenir raisonnable, c'est le maintien du présent, ce qui évidemment est impossible. Et donc, tant qu'on est resté dans cette culture d'une civilisation rurale, pyramidale, hiérarchique, dans laquelle on attend tout du sommet, c'est-à-dire du prince, du maître, et qu'on doit se soumettre à ces vérités-là, on est condamné. Et donc, il faut changer à la fois en moyens et en nature. Merci. Nous avons reçu donc une autre question. Un quota de consommation est-il envisageable? Quota de consommation, vous voulez dire des rationnements avec des queues, c'est ça? Pas la question. Ou peut-être éviter une surconsommation. On a des philosophies de la décroissance qui commencent à apparaître. Non, mais la décroissance, ce qui compte, c'est une autre production, pas une décroissance. Mais l'idée d'une décroissance qui serait un déclin est absurde. Par contre, l'idée d'une mutation de la croissance et de la production est nécessaire. Et plutôt que d'imposer des choses qui seraient d'ailleurs toujours refusées, il faut créer les conditions pour que les gens puissent avoir accès à une nourriture saine et interdire ce qui ne doit pas l'être. Alors, prenons un exemple qui montre le caractère vertigineux de la question. On produit des voitures moins polluantes, très bien. On produit des voitures électriques, très bien, même si on peut se demander ce qu'on va faire des déchets de batteries. Mais à supposer qu'on ait trouvé une voiture, un moyen de mobilité idéal, et qu'on commence à le produire, ça n'est qu'un flux. Qu'est-ce qu'on fait du stock? Qu'est-ce qu'on fait de ce qui existe, qui représentera longtemps, si on n'y touche pas, l'essentiel de la pollution? Donc on pourrait dire, très bien, on continue à les utiliser, et puis on verra dans 20 ans quand ils auront disparu. Non, la clé sera de les faire disparaître plus vite, et donc de réduire la durée de vie de ce qui est nuisible. De même, pour les vêtements,
non seulement il faut créer une société dans laquelle les vêtements qu'on achète soient plus durables, mais aussi pour que ceux qu'on a, on les utilise le plus longtemps possible s'ils ne polluent pas et le moins longtemps possible s'ils polluent. Donc, il faut aussi créer les conditions d'une mutation réglementaire et non pas d'une contrainte individuelle pour pousser chacun d'entre nous à faire autrement, ce qui suppose évidemment d'agir sur les inégalités sociales parce que malheureusement, ce seront les plus pauvres qui seront victimes d'une action écologique mal pensée. Une autre question. Vous dites dans votre livre… J'ajoute avant de terminer que nous avons un site internet, Réussir la France, sur lequel vous pouvez, et nous sommes très demandeurs, avoir vos contributions, parce que nous allons faire une nouvelle version de ce programme et nous sommes en train d'intégrer dans cette nouvelle version tous les commentaires qu'on reçoit. Donc, s'il vous plaît, faites vos commentaires sur notre site de façon à ce qu'on puisse en tenir compte dans notre V2. On enverra à toute la communauté le lien vers le site, Jacques. Une autre question. Vous dites dans votre livre que vous voulez créer 1 million de contrats d'apprentissage, mais voulez-vous en créer dans un secteur particulier plus qu'un autre? Les secteurs de l'économie de la vie. Pas seulement les secteurs de l'écologie, comme certains le proposent, mais tous les secteurs. Il faut des contrats d'apprentissage dans la santé, dans l'éducation, dans la culture, dans le digital, dans tous les secteurs de l'économie de la vie, mais pas dans la chimie, pas dans le plastique, pas dans les énergies fossiles, pas dans la finance spéculative, etc., etc. Très bien. Une autre question. Alors, bonjour. Elle est longue, je préfère prévenir. Bonjour, je souhaite adresser une question. Depuis 2 ans, dans les relations entre État et les secteurs de la protection et des assurances, des tensions sont apparues dues évidemment aux conséquences de la pandémie en matière de santé, de couverture, de perte d'exploitation sans dommage, des attaques cyber sur les hôpitaux, etc. Le secteur des assurances est un secteur pouvant être considéré comme faisant partie de l'économie de la vie. L'une des propositions de l'ouvrage est de créer un observatoire national de prévention des risques. La question est comment aider l'État à collaborer avec le secteur privé des assurances pour y couvrir une partie des risques qu'il porte au nom des citoyens en matière de services, biens et capitaux publics. Merci. C'est une très très bonne question et je vous remercie de la poser et d'avoir lu si bien le livre. En effet, la prévention des risques est un enjeu essentiel et au fond, le métier de l'État, c'est aussi d'être assureur, parce que l'État assure contre des risques très nombreux. Donc, la fonction assurantielle qui fait évidemment partie de l'économie de la vie, qui doit d'ailleurs orienter par le jeu des primes pour inciter à aller vers plus de prévention. Nous avons eu beaucoup d'efforts. On a proposé par exemple l'obligation de l'incitation à faire une demi-heure de sport pour tout le monde tous les jours, 7 jours sur 7. Moi, je fais 1 heure de sport tous les jours, 7 jours sur 7, et je vous recommande d'en faire autant. Et donc, il y a un lien entre l'action de la puissance publique en matière de prévention et l'action des assureurs. Et c'est vrai que l'État fonctionne comme un assureur de dernier ressort, enfin, c'est un réassureur de dernier ressort dans de très nombreux domaines, on le sait bien, mais ça reste un débat tout à fait permanent entre les assureurs privés, les assureurs publics. On a proposé d'ailleurs de débarrasser les mutuelles de fonctions annexes comme la gestion des coûts, de leurs fonctions, de façon à les pousser à se concentrer dans ce nouveau métier, mais c'est en effet un débat philosophique et essentiel dans lequel la prévention des risques passe par des organes de prévention des risques, des organes d'analyse de ces risques, y compris les moins probables, comme peut l'être le Covid, sur lequel des gens, dont moi, avaient prévenu dans la longue liste des risques possibles que ça existait, sans pour autant soit préparé. En prenant l'exemple d'un pays qui avait su faire cette prévention de risque du Covid il y a 5 ans, qui est le cas de la Corée du Sud, qu'on n'a jamais étudié vraiment sérieusement et qui a remarquablement géré au moins la toute première partie parce qu'ils étaient préparés. Je vous remercie, on va en rester là. Un immense merci, Jacques, pour votre présence parmi nous, au nom de tous les dirigeants commerciaux de France et de la communauté des masterclass de l'excellence commerciale. Un immense merci pour ce témoignage et à très bientôt. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Ça vous va ?